Bienvenue à cette table ronde concernant l'intelligence artificielle. On a une personne qui sera à distance. Bonjour Nordine. Bonjour Khalil, bonjour tout le monde et mes excuses pour n'avoir pas pu être avec vous physiquement. Eh ben, écoute, on va commencer rapidement par une petite présentation. On va commencer par toi, allez Nordine, pour, euh, pour présenter nos différents intervenants. Donc, à distance, on a Nordine Saïd, qui est enseignant-chercheur dans, entre autres, le domaine des smart grids au sein de Grenoble INP, mais qui est également directeur du GE de Lab et directeur de la chaire d'excellence Enedis Smart Grid, président du conseil scientifique de Think Smart Grid et vice-président de d'I3E, qui interviendra donc aujourd'hui pour nous présenter l'intelligence artificielle dans le cadre du système électrique, entre autres. On a également présent avec nous Romain Reneval de Métroscope. Donc Romain, qui a un parcours plutôt centré sur l'industrie et la donnée, il a occupé différents postes autour de la data et dans différentes industries aéronautiques, ferroviaires, énergie, et avec comme fil rouge de développer des solutions à impact qui passent à l'échelle. Il est actuellement ingénieur data chez Métroscope pour participer à la réduction des émissions de CO2 et des actifs industriels. Donc Métroscope, une start-up qui a été fondée en 2018 et qui est issue d'EDF, de la R&D d'EDF. À côté, on a Pierre Béranger, qui est expert industrie 4.0 chez Wavestone et manager au sein de la practice dédiée au secteur industrie, énergie et utilitaire. Donc Wavestone qui est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la transformation digitale. Et c'est censé marcher, oui. C'est bon. Ça. Et également avec nous, on a l'entreprise Calisteo et Elodie. Je sais pas. Ah oui, c'est bon, ça fonctionne. Directrice générale de Calisteo. Calisteo, donc, c'est une entreprise spécialisée dans la performance énergétique des sites industriels. Donc, on a développé une solution innovante de comptage, de suivi et d'accompagnement réduction des consommations. Aujourd'hui, l'entreprise a déployé la solution dans 37 pays et on travaille avec des très très grands comptes industriels au niveau international. Merci. Alors, donc, le sujet du jour, ou la thématique, c'est l'intelligence artificielle adossée à la supervision et au monitoring des flux d'énergie. Donc, effectivement, c'est un sujet dont on parle de plus en plus actuellement, en lien avec la transition énergétique, avec l'intégration de renouvelables, les nouveaux usages. Et effectivement, la demande est de plus en plus importante pour avoir des solutions qui permettent de monitorer ces flux d'énergie en consommation ou en production. Si possible en temps réel, avec des objets connectés sur le terrain, avec certaines limites, avec des contraintes de cybersécurité, etc. etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, la transition énergétique nous pousse à avoir des solutions de plus en plus complexes. Et c'est un petit peu ce sujet-là ce sujet assez complexe qu'on va tenter d'expliquer sur différents aspects via Métroscope sur la production, avec Calisteo sur la partie consommation, soutirage, dans le domaine de l'industrie avec Wavestone et dans le domaine des réseaux électriques avec Nordine. Alors, pour commencer, j'ai une première question pour mes intervenants. Comment la supervision et le monitoring de l'énergie sont-ils réalisés actuellement et quels sont les avantages et défis et comment cela accompagne la transition énergétique à la rigueur. Oui, je vais commencer. Oui. Donc moi, j'ai plutôt abordé l'aspect secteur industriel. Donc, comment est fait le monitoring de l'énergie aujourd'hui? C'est assez simple, j'ai enfoncé quelques portes ouvertes pour certains, mais c'est avec des systèmes de mesure intelligents qui vont permettre de capter la donnée et de la retransmettre. Donc là, on parle par exemple de compteurs électriques ou de capteurs sur les réseaux au sein des usines. Et ensuite, on va retransmettre ces informations dans des logiciels qui permettent de les exploiter et ainsi de les monitorer. Donc ici, on va parler de systèmes automatismes bien connus qui sont soit des SCADA pour System Supervisory Control and Data Acquisition ou encore des GTB pour la gestion technique du bâtiment. Donc ces logiciels permettent de discuter avec tout un tas d'assets différents, que ce soit industriels ou bâtiments,
de traduire ces données et ensuite de les interpréter sur des vues qu'on va pouvoir modéliser à notre guise. Donc on va faire des tableaux de bord, on va montrer certains KPI, etc. Donc ça, c'est pour la partie vraiment acquisition et visualisation des données. Ensuite, il y a d'autres logiciels qui viennent se greffer, qui vont communiquer avec ces outils-là, comme par exemple ce qu'on peut appeler les SGE pour système de gestion de l'énergie ou SME pour système de management de l'énergie, qui eux vont apporter un degré supplémentaire et qui vont permettre par exemple d'acculturer l'entreprise à la vision de transition énergétique, etc., de mettre des plans d'action en place et des contrôles sur les actions mises en place pour savoir si elles vont réellement dans le bon sens, etc. Ensuite, on retrouve d'autres logiciels type modélisation de l'énergie sur les outils de production et de consommation dans l'usine en fonction de différents scénarios, etc. Donc tout ça, c'est un peu l'écosystème informatique qui permet aujourd'hui de monitorer et de superviser l'énergie. Donc ces systèmes, ils se recoupent plus ou moins fonctionnellement, etc. Donc il ne s'agit pas d'avoir l'intégralité des systèmes pour le monitorer, mais au moins d'avoir le bon logiciel en fonction des besoins de l'entreprise à un instant T par rapport à son degré de maturité sur la question. Donc ensuite, il y a de multiples enjeux et défis autour de ça. L'enjeu, un des enjeux principaux, c'est justement grâce à ces outils d'éviter le gaspillage d'énergie ou de réduire la consommation énergétique en regardant ce qui se passe directement sur les assets et autour du bâtiment et en essayant d'optimiser cette consommation en fonction de ce que fait l'entreprise. Merci Pierre. De ton côté, Romain, sur la partie production. C'est bien. Sur la partie production, du coup, c'est assez similaire à ce qu'a dit Pierre. Donc on a, je vais descendre un peu au cran du dessous. Donc les assets de production d'énergie électrique, ils sont fortement instrumentés. Donc on va avoir des thermocouple pour les mesures de température, des débitmètres, des mesures de pression, des mesures de tension et de courant, évidemment. Et donc cet ensemble de capteurs, il n'y a pas un ensemble de capteurs, il y a plusieurs ensembles de capteurs qui parfois n'ont pas été mis au même moment et donc ne sont pas raccordés au même système d'acquisition. Donc on va avoir, nous on se plug au système d'acquisition, donc on va avoir plusieurs sources de données qu'il faut standardiser et uniformiser. Donc ça, c'est déjà un des défis aujourd'hui. Ensuite, toutes ces données, ça va permettre de créer des tableaux de bord, comme l'a dit Pierre, qui aujourd'hui sont plutôt statiques et peu centrés sur les besoins des utilisateurs. Donc ça, c'est un deuxième défi qu'on essaye d'améliorer, sur lequel on essaye d'agir. Et au global, le niveau d'automatisation, il est assez faible. Nous, on a certains de nos utilisateurs qui font des dumps de données à la main et qui les chargent ensuite dans d'autres logiciels. Et donc, vous imaginez bien qu'une manipulation manuelle comme ça ne se fait pas toutes les heures. Ça se fait plutôt de l'ordre de la journée ou de la semaine. Et donc, le troisième défi, c'est aussi d'augmenter la fréquence des données via l'automatisation. Merci Romain. Et Élodie, peut-être sur la partie consommation. Alors en fait, nous, Calisteo, on s'est très vite posé la question de l'accès aux données. Et c'est pourquoi en fait, on a développé un logiciel qui permet de l'acquisition de données temps réel, à un échantillonnage très faible de l'ordre de la milliseconde sur le comptage électrique et de l'ordre de la minute sur les compteurs des autres énergies. Et en fait, effectivement, ce qui est vrai, c'est que pour pouvoir réduire ces consommations, il faut ensuite pouvoir les traiter par un logiciel. Et donc aujourd'hui, je pense que vraiment la clé, le défi, c'est l'acquisition des données surtout. Parce qu'en fait, finalement, on ne peut réduire que ce que l'on mesure et tout logiciel, que ce soit tout type de logiciel, est tributaire de la qualité des données qu'il a à disposition pour mettre en place un contrôle des consommations et des réductions de consommation. Et donc aujourd'hui, on est face à des industriels qui vont avoir soit des données très hétérogènes, soit très parcellaires qu'il faut compléter. Donc en fait, il y a un vrai défi aujourd'hui d'acquérir de la donnée de qualité qui peut être ensuite exploitée soit par des logiciels ou des cabinets de conseil. Mais c'est vraiment pour moi l'acquisition des données qui est un vrai enjeu.
et qui est confronté à différents challenges. Merci Elodie. Peut-être Nourdine sur un aspect général sur le réseau ELEC. Oui, en fait, le réseau, évidemment, c'est bien parce qu'il est entre les deux parties, c'est-à-dire entre la production et puis la consommation et puis les autres usages. Et en fait, le réseau est une entité vivante, c'est-à-dire qu'il se produit en permanence des perturbations, il y a toujours des contraintes, etc. Donc il y a vraiment un besoin de monitoring. Ce monitoring, elle peut se faire à la fois en temps réel, ou bien c'est des données qui peuvent être pour surveiller, par exemple, les actifs. Mais de manière générale, l'idée d'avoir accès justement à des mesures, c'est de surveiller, voire prévoir l'état de santé du réseau et de ces ouvrages en permanence. En gros, garder la sûreté du système, quelle que soit la situation à laquelle il fait face. Et pour cela, donc, il faut bien sûr utiliser des mesures pour prévoir, observer et ensuite décider, justement, pour garder cette situation en tout cas, cette sûreté du système. Alors après, on peut parler de temps réel et de non temps réel. Le temps réel, en fait, dans les réseaux, on a une acquisition de données et de mesures avec une dynamique de l'ordre de la seconde. C'est-à-dire qu'en fait, on avait toutes les 10 secondes, là, on s'approche de la seconde. Et avoir cette dynamique-là, en tout cas avoir ces mesures qui viennent du réseau, on a les mêmes systèmes. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ça passe par le SCADA, et puis le SCADA alimente, en fait, soit au niveau du réseau de transport, on alimente ce qu'on appelle le ZMS, Energy Management System, soit au niveau de la distribution, on alimente les DMS, donc les Distribution Management System, qui, derrière, sont des fonctions de surveillance, de pilotage et de contre-réaction, puisqu'il faut ensuite envoyer des ordres pour pouvoir corriger, par exemple, un certain nombre de situations de réseau pour toujours garder cette situation. Donc, en gros, on ne peut pas piloter si on n'observe pas. Ça, c'est de manière générale. Et donc, pour cette observation, on a besoin de mesurer différents types de variables, hein, ou de paramètres d'intérêt en fonction de la fonction de pilotage, ou bien le besoin de l'ouvrage à surveiller. Ça peut être, par exemple, on observe les intensités, les tensions, les puissances qui transitent, mais aussi les états booléens, par exemple, d'un certain nombre d'organes de manœuvre, ils sont fermés, ouverts, etc. Tout ça, ça vient toutes les secondes, hein, toutes les secondes, voire toutes les secondes. Et donc, ça nous aide, ça aide l'opérateur pour la décision qu'il doit prendre, pour pouvoir toujours maintenir la sûreté du système, ou bien s'il y a par exemple des contraintes dans le réseau, et à ce moment-là, il doit trouver une solution à la contrainte, parce que derrière, les conséquences peuvent être évidemment relativement sérieuses, mais ça peut être aussi des données qui sont nécessaires pour des modèles pour faire des prévisions, ou des modèles pour faire de l'optimisation, ou tout simplement surveiller tout le temps ces ouvrages-là. Après, nous avons deux types de situations relativement différentes, c'est-à-dire qu'en fait, entre le réseau de transport et le réseau de distribution, dans le réseau de transport, en fait, de par sa position un peu de colonne vertébrale, on a beaucoup plus de points de mesure que ce dont on a besoin, parce que les mesures, elles ne sont pas toutes précises, donc il faut faire des algorithmes de correction, etc. Alors que dans le réseau de distribution, on est confronté au problème inverse, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment de données, mais on doit utiliser d'autres types d'algorithmes, d'autres types de logiciels pour reconstituer finalement l'image du réseau et donc l'observabilité du réseau. Alors, vis-à-vis de la transition énergétique, avec l'arrivée des ENR, hein, en particulier des ENR qui sont variables, les nouveaux usages, les véhicules électriques, comme tu l'avais dit, en fait, le besoin de monitoring est encore plus prégnant. Compte tenu justement, parce que c'est tout ça, ça amène plus de complexité, et si on amène plus de complexité, ça veut dire qu'il faut vraiment piloter au plus fin, et pour piloter au plus fin, il faut observer au plus fin, parce que bon, nous avons une augmentation d'incertitude, une augmentation de variabilité, et tout ça, ça nous amène à des contraintes, et donc pour pouvoir encore piloter dans ce cadre-là, il faut beaucoup plus de mesures et beaucoup plus finalement d'algorithmes qui nous permettent de restituer des états de fonctionnement du réseau les plus précises possibles pour pouvoir le piloter précisément. Donc voilà, on a besoin de plus de mesures, en particulier en distribution. Super. Merci beaucoup, Nourdine. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le concret sur les types de solutions qui sont déployées actuellement et sur lesquelles un certain nombre de startups travaillent, peut-être que, est-ce que ton côté Metroscope, est-ce que tu peux nous indiquer quels sont les outils d'IA et de data qui sont utilisés de ton côté pour la supervision et le monitoring? Oui, bien sûr. Alors, de notre côté, Metroscope, pour dire un peu ce qu'on fait, on fournit un logiciel qui diagnostique les pertes de production d'énergie
Et qu'est-ce que ça veut dire diagnostiquer les pertes de production d'énergie? Ça veut dire quand un producteur d'énergie a une perte par exemple de 50 MW, nous on va venir dire via notre logiciel, il y a 30 MW qui vient de tel sous-système, 10 MW de tel sous-système, etc. Pour parvenir à faire ça, il y a déjà une première chose qu'on met en place au niveau des formats de données dont on a discuté tout à l'heure. Historiquement, c'était beaucoup une base de données par centrale. Et donc nous, sur nos projets, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est plutôt pour nos clients qui s'abonnent au niveau d'une flotte, c'est plutôt d'avoir une base globalisée. On parle, le terme technique, c'est plutôt data warehouse ou data lake, pour à terme pouvoir faire des comparaisons entre centrales plus facilement. Donc ça, c'est la première étape. On met en place des flux automatisés de récolte des données. On les accompagne dans ce processus-là. Donc ça nous permet d'avoir les données. On capitalise sur leur expertise métier et sur de l'expertise qu'on a aussi en interne pour de la modélisation de systèmes multiphysiques. On a des ingénieurs qui connaissent très bien les centrales. Et donc ça permet de discuter avec nos interlocuteurs pour contextualiser la donnée et mettre au point des modèles multiphysiques. Et la dernière couche qu'on va mettre en place, une fois que les deux autres couches de contextualisation des données et d'automatisation de la récolte des données sont en place, c'est une couche d'intelligence artificielle qui finalement est vraiment sur les derniers pourcents de la solution, mais qui va permettre de fournir ce diagnostic au niveau de chaque centrale. Et un dernier point que je n'ai pas évoqué, c'est tout ce qui est visualisation. Donc sur l'existant, on est plutôt sur les tableaux de bord assez statiques. Et nous, on a une vraie culture centrée utilisateur et on met au point des tableaux de bord qui répondent aux besoins des utilisateurs. C'est un peu une lapalissade, mais aussi qui sont paramétrables par les utilisateurs. Donc on est sur du semi-interactif et ça crée aussi de la valeur pour nos clients. Les utilisateurs, en règle générale, c'est qui derrière? Alors, on équipe toutes les centrales nucléaires d'EDF. On est en voie de déploiement sur les centrales thermiques aussi, les centrales au gaz. Et on est en train d'équiper les centrales thermiques de Total. Et après, on a des centrales aux UK, aux États-Unis et dans d'autres pays que j'ai oubliés. Et donc les utilisateurs, c'est plutôt les opérateurs de la centrale, les ingénieurs maintenance ou les ingénieurs performance. De ton côté, Elodie, la solution que vous déployez, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors en fait, nous, notre solution va s'adresser aux sites qui consomment beaucoup d'énergie, donc généralement des sites industriels. On installe des systèmes de comptage au niveau des principales armoires électriques des sites, donc c'est-à-dire les TGBT, que l'on équipe et on fait de l'acquisition de données temps réel. On est à 2 kHz précisément sur le comptage électrique. Ensuite, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de traiter le signal pour compléter, on va dire, les données de sous-comptage en identifiant quels sont les équipements qui consomment derrière les départs qui ont été instrumentés au niveau des TGBT. Et notre système de mesure est aussi un concentrateur IoT, donc il est capable de s'interfacer avec tous les compteurs présents sur le site, eau, gaz, vapeur, air comprimé aussi en temps réel. Donc en fait, on vient concentrer sur un système unique qui est installé sous tension, sans coupure ni perturbation de process. C'est super important sur les sites industriels de ne pas perturber la production, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un site industriel a pour premier objectif de produire. Voilà. Et donc on fait cette acquisition de données temps réel et ensuite tout est envoyé dans nos serveurs. Et là, on va compléter avec un traitement de données pour travailler on va pouvoir intégrer dans la plateforme logicielle des données de production, des données météorologiques, etc., pour travailler sur des modèles en fait de fonctionnement. Donc, on va finalement définir un peu le jumeau numérique de l'usine optimisé, le comparer à la réalité pour trouver quels sont les gisements d'économie, pour prédire la consommation en fonction de différents paramètres. Donc, on va rajouter de l'intelligence à de la donnée de comptage importante puisqu'on va pouvoir on va généralement déployer des centaines de points de sous-comptage sur les sites. Le déploiement est très rapide, on instrumente les sites en quelques jours.
Et on fait donc de l'acquisition de très très gros volumes de data sur lesquels ensuite on travaille avec nos logiciels. C'est clair. Une autre question à tous les deux, du coup, comment ces outils permettent-ils finalement d'améliorer la prévision, la coordination et la flexibilité des installations énergétiques, et quelles sont déjà les limites et les défis à l'utilisation de vos outils? En fait, aujourd'hui, quand on comprend comment on consomme un site, on est capable d'optimiser sa consommation en réduisant, mais aussi en la rendant flexible, puisqu'on peut voir en fait comment variabiliser finalement la consommation en fonction de contraintes du réseau, etc. Donc ça, c'est très bien, mais ça nécessite quand même d'acquérir aussi des données de production, d'activité du site, que là, on ne peut pas mesurer, nous, avec des systèmes de comptage. Donc cet accès à la donnée est souvent confronté en fait à des restrictions en termes de sécurité informatique. Donc c'est pas toujours simple de pouvoir récupérer du site de façon automatique des données de consommation. Donc je pense qu'il y a un vrai défi en matière de sécurité informatique sur les autres data que celles qui sont pour nous, en tous les cas, la consommation, parce que la consommation, on crée des réseaux parallèles, donc on n'a pas d'intrusion dans le réseau informatique du site, donc ça pose pas de problème. Mais c'est toutes les autres données qui permettent de travailler sur la prédiction, la flexibilité, qui doivent nous être communiquées par le site, et parfois on est confronté à finalement des complexités, et puis le site ne veut pas nous donner toutes les infos, tout ça. Donc je dirais que la balle est un peu dans le camp des industriels qui doivent aussi accepter de s'ouvrir un petit peu, enfin des services informatiques des industriels, parce que les industriels eux-mêmes veulent bien nous donner les données, hein. C'est leurs services informatiques qui sont plus contraignants. Donc voilà, donc ça nécessite pour les entreprises comme nous d'avoir un très haut niveau, on va dire, en termes de sécurité informatique, et d'être toujours en fait à la pointe de la sécurité informatique. Romain? Ouais, je rejoins Elodie sur l'accès aux données, et sur l'importance de la sécurité informatique. On a exactement les mêmes problèmes. Et il y a un autre aspect aussi qui est plutôt la culture de la donnée chez nos clients, qui doit être améliorée. Donc pour ça, on les accompagne en faisant pas mal de formations, de conduite du changement, parce qu'on va venir via nos outils changer leurs habitudes, et il faut vraiment les inclure pour qu'ils en tirent le maximum de valeur d'usage et in fine de valeur opérationnelle. Et donc là, sur notre nouvelle gamme de produits, on inclut les utilisateurs dans la conception en faisant des ateliers avec eux fréquents pour être sûr que le produit qu'on va livrer réponde à leurs besoins. Je ne sais pas, Nourdine ou Pierre, si vous avez moi, je rejoins parfaitement ce que vous avez dit, hein. La problématique de sécurité des données, c'est effectivement primordial. Et bien souvent, quand les entreprises, les industriels veulent mener des projets dits Industrie 4.0 ou de digitalisation des opérations, on se heurte à un mur qui est la faiblesse de leur infrastructure système et télécom. Donc avant tout, avant de vouloir passer le gap et industrialiser tous ces nouveaux projets, il faut revenir à la base, à savoir quelle infrastructure télécom je mets en place, quel niveau de sécurité j'y mets aussi, pour pouvoir facilement échanger les données et rendre tous ces systèmes interopérables. Parce que finalement, c'est ça l'Industrie 4.0, hein, c'est l'interopérabilité des systèmes. Donc mettre en place cette structure qui va permettre de faciliter tout l'état d'échange, c'est un peu un prérequis, un basique, sur lequel toutes les entreprises se heurtent quand ils veulent aller un cran plus loin dans les systèmes de monitoring ou alors encore de données industrielles. Merci Pierre. Aussi de manière plus générale, on entend de plus en plus parler effectivement d'intelligence artificielle. Il y a plein de questions aujourd'hui qui remontent sur les limites aussi à l'utilisation et les défis à l'utilisation de ces technologies. Et du coup, j'aimerais bien avoir votre avis également sur les risques liés à l'utilisation de l'IA dans le cadre de la supervision et du monitoring de l'énergie de manière globale. Je sais pas, Pierre, si... Comme vous voulez. En fait, je pense que aujourd'hui, l'intelligence artificielle en matière de performance énergétique dans l'industrie, elle reste encore
pas mal humaine quand même sur la mise en place des modèles, etc. Là, on est vachement confronté en fait à avoir des process industriels qui sont très différents les uns des autres. Donc, si on est sur une verticale d'un process qui est très répétitif et qui ressemble, là, c'est assez facile de faire du modèle, mais finalement, chaque site industriel, de par son ancienneté, les types d'équipements qui sont installés, etc., est unique. Et donc, ça nécessite quand même encore pas mal de travail de la part des ingénieurs pour trouver des modèles. Et l'automatisation, il faut vraiment la penser par verticale. Nous, on a vraiment une stratégie de verticale pour justement pouvoir avoir des modèles qui sont automatiques. Et après, la limite de l'IA, ça va être en fait dans ce que moi j'appelle le contrôle-commande, c'est-à-dire piloter le site de façon automatisée. Là, je pense que pour l'instant, on n'est pas complètement prêt, donc on peut piloter, on va dire, des équipements qui sont non stratégiques, comme de l'éclairage ou de la CVC dans des bureaux, etc. Bon, si on éteint la lumière alors qu'il y a des gens, c'est pas très grave, et si on met un peu plus chaud, un peu plus froid, bon, les gens vont survivre. Sur le process industriel, que l'intelligence artificielle le pilote, c'est encore quand même assez compliqué, et donc là on va être quand même confronté à l'humain, parce qu'en fait on va donner à l'humain une info et qui va pas forcément agir avec l'info qu'on a donnée. Donc on est dans les prémices de l'intelligence artificielle pour piloter un process, mais il y a encore quand même du travail, on va dire, en matière de capacité vraiment forte de l'intelligence de le faire, et aussi que les process nous laissent agir. Bon, enfin, il y a quand même encore une grosse marche à franchir. Merci Élodie. Romain, Pierre? Dans les risques, on peut aussi... on a parlé déjà de la sécurité tout à l'heure avec les données. Et après, il y a aussi des risques propres à l'IA pure. C'est-à-dire que quand on va un peu plus loin, qu'on a une intelligence artificielle poussée qui est basée sur du machine learning, etc., il va falloir l'entraîner sur un modèle de données. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que les données soient de qualité pour pouvoir que ce qu'elle a appris et ce qu'elle va prédire à l'avenir soit cohérent avec les données actuelles. Donc, il y a toujours un peu ce biais-là de est-ce que mon modèle est suffisamment bon et bien entraîné. Et après, comme l'a dit Élodie, il y a aussi attention à pas aller à l'automatisation à l'excès. Puisque plus on va automatiser tous les systèmes justement sur le monitoring de l'énergie et autres dans une usine, moins on va savoir le faire manuellement, quoi. Donc il y a aussi tout un rôle d'accompagnement des différentes personnes qui vont faire le monitoring de l'énergie pour qu'elles sachent utiliser ces outils et sachent aussi faire autrement en cas de problématiques ou d'attaques, etc., quoi. Élodie et Pierre ont déjà bien couvert le sujet. Je rajouterais peut-être juste deux choses. L'intelligence artificielle, elle va faire des prédictions. Ces prédictions, il faut qu'elles soient comprises et il faut que les utilisateurs ils aient confiance dans ces prédictions. Donc, il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie formation des utilisateurs, mais il y a aussi une partie explicabilité des prédictions et donc in fine explicabilité des modèles. Et il y a une autre partie qu'on retrouve souvent, qui est souvent oubliée, qui est le passage à l'échelle. Et dans le passage à l'échelle, il y a la gestion du cycle de vie des modèles. Et ça, c'est trop souvent oublié, c'est pas trivial du tout. Et nous, on est actuellement en train de travailler beaucoup là-dessus. Et donc, c'est deux sujets qui doivent être traités à mon avis, par les éditeurs de logiciels pour leurs clients. Merci Romain. Peut-être Nordine, si tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais peut-être avant de parler des limites tout à l'heure, sur là où on a besoin finalement des algorithmes d'intelligence artificielle pour un certain nombre de choses qu'on doit faire avec les données. En fait, c'est souvent, on n'utilise pas parce qu'il faut l'utiliser, on l'utilise là où on en a besoin. Ça peut être en complément d'un certain nombre de fonctions qui existent, par exemple pour piloter le réseau. Ça peut être tout simplement parce que nous avons des contraintes qui ne peuvent pas être aujourd'hui prises en compte avec ce que nous disposons aujourd'hui en termes déterministes, par exemple. Et donc, un exemple que je peux donner, hein, c'est que pour les prédictions, quand on fait une prévision quand on fait la prévision de la consommation,
voire la prévision de productible, hein, en particulier pour les ENR. Je prends l'exemple de la prévision, l'exemple de la prévision justement de la consommation. Évidemment, elle dépend de beaucoup de paramètres, hein, et ces paramètres-là, ça inclut évidemment la météo, des habitudes, etc. Et en fait, il y a toujours une certaine erreur, il y a toujours des erreurs. Et ces erreurs, elles sont évidemment en fonction de l'existence ou non de ce qu'on appelle un foisonnement des données, etc. Et quand, évidemment, on a une large plaque sur laquelle on fait la prévision, ben, le foisonnement est important et donc on réduit les erreurs puisqu'il y a des compensations des erreurs. Plus on réduit la maille, c'est-à-dire qu'on le fait à une maille, par exemple, locale, voire à la maison, voire un quartier, plus finalement on est confronté à un manque de foisonnement et donc les erreurs ne se compensent pas et donc on a des erreurs qui sont très importantes. Et là-dessus, très très difficile d'aller plus loin. Et donc, du coup, les algorithmes d'intelligence artificielle, hein, donc, en particulier de machine learning, en fait, ça nous aide à accéder à d'autres données. Des données qui sont, par exemple, issues des réseaux sociaux, des choses de ce style. Et on couple finalement des données qui viennent d'ailleurs, hein, qui ne sont pas classiques, avec des modèles physiques que nous avons par ailleurs. Et ça montre effectivement qu'avec ces algorithmes d'intelligence artificielle, ça nous permet par exemple d'aller plus loin dans la précision. On a montré par exemple que ces algorithmes nous permettent d'améliorer de 70% les modèles existants. Là, on a clairement la valeur de l'intelligence artificielle par rapport à des modèles déterministes qu'on avait par ailleurs. Un autre exemple, et là, pour donner les limites par la suite, c'est que sur l'estimation d'état, par exemple, puisque nous avons des mesures qui viennent du réseau et qui ne sont pas toutes exactes, donc on a évidemment des erreurs de mesure. Ces erreurs de mesure, il ne faudra pas qu'elles puissent être utilisées par la suite pour pouvoir faire des ordres, par exemple, de pilotage de réseau. Parce que ça veut dire si on pilote sur la base des mesures fausses, évidemment, vous imaginez que les conséquences ne sont pas anodines. Et donc, du coup, d'un côté, sur un certain nombre de types de réseaux, on a beaucoup de données à ce moment-là. On utilise la redondance pour pouvoir corriger, mais dans les réseaux de distribution, par exemple, on n'a pas assez de données, et donc le problème est inverse, donc on n'a pas suffisamment de données. Et quand on n'a pas suffisamment de données, or, une bonne partie des algorithmes de machine learning, en fait, ils ne sont performants que quand il y a une quantité de données importante. Donc là, c'est une des limites où on a un problème de disponibilité de données. Et donc, du coup, on doit utiliser d'autres algorithmes qui nous reconstituent des données. En quelque sorte, l'exemple que je donne assez souvent, c'est comme si vous avez une télé avec 5 pixels et il faut reconstituer l'image 4K de la télé avec 5 pixels. C'est ce type d'algorithme auquel on fait face, mais il y a une limite malgré tout, et donc il y a la limite à la disponibilité de données, et bien entendu à la qualité de données, mais ça a été mentionné tout à l'heure, sur la qualité de données, et donc du coup c'est un gros travail sur la qualité de données. Encore faut-il aussi avoir ces algorithmes pour pouvoir corriger les données. L'autre point qui était en grande partie une limite, ça a été aussi évoqué, hein, mais je voulais juste faire un clin d'œil sur le fait que les premiers algorithmes que nous avons commencé à utiliser à base de ce qu'on appelle les réseaux de neurones dans les années 80 déjà, c'était sur les réseaux, mais ça n'a jamais passé le stade finalement de développement, enfin de recherche et développement, parce qu'il n'y avait pas de confiance. Il n'y avait pas de la confiance dans ces modèles-là, donc un problème de confiance reste un problème majeur, parce que c'est ça ce qui nous permet de faire la scalabilité effectivement, et la même chose, hein, l'explicabilité, ça a été abordé. Maintenant, tous ces algorithmes-là nécessitent des apprentissages. Donc il faut beaucoup d'apprentissage. L'exemple type, par exemple, qu'on utilise, c'est sur des algorithmes qui permettent de traiter ce qu'on appelle la stabilité dynamique des réseaux. Les temps de calcul sont phénoménaux sur un réseau tel que la France, voire des fois un réseau européen. Et il faut le faire en un temps relativement court. Donc si on utilise les modèles d'ITMS à chaque fois qu'on recommence, on ne pourra jamais le faire en temps réel. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une base de données dans laquelle on fait un apprentissage massif, et puis après, en fonction des mesures qu'on a du réseau, on arrive tout simplement à faire les corrélations pour voir si le système va avoir une trajectoire stable ou ne va pas avoir une trajectoire stable.
Sauf que bon, c'est basé sur un apprentissage sur une situation donnée. Et donc le problème, c'est que quand les réseaux évoluent ou les situations évoluent, il faut réadapter de nouveau l'apprentissage. Et donc cette adaptabilité est un frein, est un vrai problème, en fonction évidemment des bases de données qu'on peut avoir, qui peuvent être évidemment très importantes. Donc aujourd'hui, c'est une véritable limite, hein, cette adaptabilité. Par rapport justement à l'apprentissage. Le reste, évidemment, ça a été dit par les collègues. Donc globalement, les grands points pour moi, c'est disponibilité, qualité de données, confiance, explicabilité, adaptabilité, en plus de la sécurité, bien sûr. Merci pour ces compléments, Nourdine. Du coup, il nous reste à peu près 5 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'assistance. Pas de questions. Oui. J'aurais juste une question au sujet de... Justement, vous disiez que c'était très difficile de mettre à niveau les structures au niveau des dans les usines ou dans les entreprises des industriels. Voilà. J'aimerais savoir comment vous arrivez à les convaincre, justement, d'amorcer ces modifications pour eux, parce que pour eux, c'est forcément un budget important, je suppose, et aussi de former leurs opérateurs ou leurs salariés à cette culture de données et de les envoyer en fait dans la direction de ce que vous disiez, la conduite au changement. Donc comment vous arrivez à convaincre les plus petits industriels que Total ou EDF? Je peux répondre d'un point de vue global. Alors effectivement, c'est pas que c'est très difficile de le faire. Par contre, ça prend du temps. Effectivement, ça prend de l'argent de renouveler tout ça. Donc nous, comment on essaye de convaincre nos clients industriels d'apprendre ce genre de démarche, c'est de calquer le schéma directeur global de l'industrie avec le schéma directeur un peu ce qu'on appelle digital. Et de bien montrer qu'en fait, toute leur problématique métier, en face, il y a des choses à faire d'un point de vue digital qui vont permettre d'y répondre. Donc en faisant cet exercice, on va montrer que du coup, par rapport à la roadmap et les ambitions digitales qu'on a, il y a certains prérequis à remettre à niveau qui vont permettre qui vont être des enablers pour chacun des sujets. Donc on fait souvent cette confrontation-là pour leur montrer qu'on est obligé d'y passer, etc. Et puis parce que bien souvent, ça ne fonctionne pas si on ne le fait pas. Comme on l'a dit, il y en a des problématiques de disponibilité, de qualité de la donnée qui nécessitent dans tous les cas une mise à jour de l'infrastructure qui, s'il n'a pas été faite au préalable, demande d'entraîner des changements. Donc on essaie de faire de la pédagogie, de montrer, de calquer ça sur la stratégie de l'entreprise parce que c'est ce que les décideurs prennent le mieux. Et donc c'est comme ça qu'on axe toutes les démarches et projets autour de la refonte des réseaux de ce style. Et il en va de même aussi pour tout ce qui est acculturation de la donnée. Là, on va faire ce qu'on appelle des programmes de data governance où on va commencer à faire de l'acculturation, mettre en place des processus, etc. Donc ça, c'est un temps long et on le prévoit dans ces roadmaps pour que tout le monde soit bien au courant de ces sujets. Alors en fait, nous, notre solution de comptage, hein, donc de données, elle est très adaptée aux petits sites comme aux très gros sites. En fait, on a développé un compteur un peu qui dépasse toutes les contraintes, en fait, puisqu'il est installé sous tension en quelques jours, etc., et qui est jusqu'à 10 fois moins cher qu'un compteur traditionnel d'énergie. Et donc aujourd'hui, surtout depuis quand même l'augmentation des prix de l'énergie, même s'ils ont baissé récemment, mais en fait, on n'a plus vraiment de ticket minimum d'entrée chez les industriels. Donc en fait, c'est vrai que la plupart du temps, les industriels font 10% d'économie quand on déploie la solution. Donc on essaye d'avoir une offre de comptage qui ne dépasse pas 10% de la facture, donc du coup avec un ROI de l'ordre de 6 à 12 mois. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même garder en tête que les industriels cherchent des retours sur investissement assez rapides. Aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas prêts à investir des centaines de milliers d'euros dans du comptage. Donc nous, on a travaillé en tous les cas sur une solution qui est qui a un ROI super rapide et qui est très fiable. Donc aujourd'hui, on n'a plus tellement de blocage financier de la part des industriels. On a d'ailleurs des industriels qui nous ont dit,
Pour moi, c'est une faute de gestion de ne pas avoir de système de pilotage de l'énergie. Quand on a vu ce qui s'est passé en fin d'année, ils se sont affolés en disant faut que je rende des comptes et il faut que j'explique pourquoi en fait je ne sais pas comment je consomme et comment je pourrais optimiser ma facture. Donc on est passé quand même dans une phase où aujourd'hui on comprend qu'il faut déjà comprendre comment on consomme pour ensuite pouvoir réduire et pour pouvoir aussi affronter des crises énergétiques parce que c'est une parmi tant d'autres qu'on va vivre. Donc voilà, donc on a quand même aujourd'hui des industriels qui disent moi je dois pouvoir comprendre comment je consomme et il faut bien sûr qu'ils aient en face d'eux des solutions qui sont économiquement acceptables. D'autres points ? Pas d'autres questions ? J'ai peut-être moi une dernière question pour vous sur les métiers. D'après vous, quels sont les métiers qui sont le plus touchés par l'utilisation de l'IA et de la data actuellement ? Ça dépend de la maturité des entreprises pour le coup, parce qu'il y en a qui sont, par la réglementation, ont dû mettre des systèmes, une organisation en place. Donc on va retrouver surtout dans les grandes entreprises des énergie managers, des experts en énergie, etc., qui eux, où leur mission est directement d'améliorer la performance énergétique de l'industrie. Donc eux, pour les organisations les plus matures, ceux qui vont être le plus touchés, parce que bien évidemment, si on leur met en place des outils plus poussés avec de l'intelligence artificielle, etc., ça va leur permettre à eux de mieux faire leur mission, donc ils sont directement impactés. Ensuite, pour les entreprises plus pragmatiques, l'ensemble de la chaîne de production et de maintenance est aussi impacté, puisque pour la maintenance, des données issues de l'énergie vont leur aider à fiabiliser leur modèle prédictif, parce que bien souvent, une panne il y a aussi des données qui viennent de la qualité des ondes, etc., qu'il faut analyser pour prévoir les pannes. Pareil pour la production, on va pouvoir améliorer en fonction, surtout si nos process industriels dépendent des conditions atmosphériques et de température, etc., on va pouvoir améliorer les choses pour moins consommer en fonction des données extérieures et autres. Donc finalement, tout le monde est un peu touché, et après, selon la maturité de l'entreprise, quoi. Après, si on considère touché du genre menacé, moi j'ai un exemple d'un réseau d'eau métropolitain, d'une ville que je ne citerai pas, et dont les opérateurs disaient mais si on met ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'en fait, eux, ils passent leur journée à aller remonter des données de compteurs, à marquer ça dans leur cahier, à rentrer sur un tableau Excel tous les soirs. Donc il y a aussi des fois des métiers qui se sentent menacés en se disant c'était mon job en fait à moi de noter la consommation journalière de X compteurs d'eau sur mon périmètre. Donc il y en a quand même qui sont réfractaires parce qu'ils se disent à quoi je vais servir si finalement je ne sers plus à remonter les compteurs. Donc c'est un peu imagé, c'est quand même assez rare, mais il y a quand même un petit peu une menace sur le savoir qu'ils étaient les seuls à détenir dans l'industrie, qui faisait que finalement ils avaient un rôle clé puisque c'était eux qui comprenaient comment consommer l'énergie. Donc voilà, je dirais un peu finalement ils se sentent menacés par ces nouvelles technologies qui vont leur enlever un peu une position stratégique dans la compréhension du fonctionnement d'un process, quoi. Je rajouterais aussi, donc je suis totalement aligné avec ce qu'a dit Elodie, et un peu plus surprenant, nous sur notre logiciel on a une vue flotte, ce qui permet à haut niveau aux opérationnels d'avoir la vue de leur parc de centrales et de voir quelles sont les tranches qui performent moins bien énergétiquement que d'autres. Et donc ça, in fine, c'est intéressant parce qu'au niveau de l'organisation, ça crée du coup de manière interne du changement, puisque chaque centrale est comparée aux autres, et donc quand il y en a une qui est un peu en dessous, il faut l'expliquer et il faut résoudre le problème, parce que c'est vu à très haut niveau. Et donc souvent quand on pense à l'impact de l'IA, on pense plutôt aux opérateurs, moins aux tranches de management. Mais en fait, les outils de data et d'IA permettent aussi d'amener des KPI à haut niveau au management qui souvent se basait plutôt sur du reporting pour les décisions. Et donc ça, c'est aussi une vraie différence. Oui, et puis c'est vrai que nous, on va donner la vision management de potentiellement des gens qui font entre guillemets mal leur travail dans la gestion d'un process. Alors, on ne peut pas vraiment dire ça parce qu'ils n'avaient pas l'information avant. Mais parfois, on va être sur des sites industriels où il y a des facility managers
Et en fait, on va peut-être pointer du doigt que finalement, ils ont mal optimisé le process, parce que nous, en fait, on va se rendre compte qu'il y a des consommations dehors des horaires de fonctionnement, ou des CTA, ou des groupes froids qui sont mal réglés, des fuites sur de l'air comprimé, etc., que normalement, ils auraient dû voir avec les équipes qu'ils ont déployées. Donc eux, ils peuvent aussi se sentir menacés, parce qu'en fait, on va dire... Bon, moi, j'ai pour souvenir un très très gros site industriel où en fait, où il y a des bâtiments qui avaient été abandonnés. Ils continuaient d'être éclairés, chauffés et climatisés. Et ça, nous, on l'a vu tout de suite en mettant en place la solution. Bon, ça a un peu grincé des dents à la direction contre le facility manager qui avait finalement pas coupé le chauffage, l'éclairage et la climatisation de bâtiments qui étaient plus exploités depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est quand même aussi... finalement, on peut pointer du doigt des opérations qui sont malmenées par les exploitants, quoi. Peut-être ça vient compléter un petit peu la question qu'on a eue dans l'Assemblée. Donc effectivement, je vois une gestion du changement qui est quand même importante quand on amène ces nouvelles solutions. Quel que soit l'enjeu derrière, réduire son empreinte carbone ou réduire ses coûts en termes d'énergie, il y a ensuite dans la mise en place de ces solutions des changements importants au niveau des métiers. Et ces changements impliquent une réelle gestion du changement, pour le coup. Ouais. Mais former les gens à l'utilisation de ces solutions dans de bonnes conditions. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Et s'il n'y a plus de questions, en tout cas dans l'Assemblée, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci Nordine. Merci. Au revoir.